faire ce soir donc une table ronde sur les Atlantides entre utopie et science-fiction. Donc, toute la question de savoir si l'Atlantide est un terrain de jeu pour la science-fiction ou plutôt aussi une possibilité de réflexion politique pour la science-fiction. Voilà, donc je vais vous présenter les différents intervenants. Alors, je vais faire un peu dans l'ordre. Alors, je commence par Lionel. Donc, nous avons Lionel Davout à côté de moi, qui est donc traducteur et écrivain, et qui est également biologiste marin de formation. Il a publié Le Mystère Léviathan en 3 volumes aux éditions Don Quichotte en 2011, 2012 et 2013. Il y a aussi le recueil de nouvelles L'importance de ton regard chez Rivière Blanche en 2011 et La volonté du dragon chez Critique en 2010. Voilà. À côté de Lionel Davout, il y a Vincent Gessler, écrivain suisse, qui lui a publié Cygnus et Mimosa comme roman aux éditions La Talente. Lui, il a aussi une formation donc d'historien et je crois qu'il fait un peu d'archéologie aussi de temps en temps. Donc ça correspondra bien à notre thème. À côté de moi, de l'autre côté, nous avons Natacha Wasder. Oui, non, oui, à côté, qui est professeure de lettres à l'Université de Bordeaux, qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire pour un livre qui s'appelle Les Français qui ont écrit demain, publié aux éditions Honoré Champion en 2013, qui a écrit aussi un ouvrage sur Régis Messac en 2012, et qui est donc une spécialiste de littérature de l'utopie et de la science-fiction française. Voilà. Et à côté de moi aussi, il y a Lauric Guillot, également universitaire, essayiste et traducteur, spécialiste de la littérature de l'imaginaire et des romans d'aventure, particulièrement au sujet des mondes perdus. Lauric Guillot aussi, directeur du CERLI, le Centre d'études et de recherche de la littérature de l'imaginaire. Voilà. Il a publié différents ouvrages sur l'Atlantide et des thèmes proches, comme L'éternel déluge aux éditions Édith, ou l'Atlantide de A à Z, une sorte d'encyclopédie autour de l'Atlantide. Plus récemment, il y a un ouvrage qui s'appelle L'imaginaire médical dans la science-fiction et le fantastique. Donc voilà, pour la présentation de nos participants. Voilà. Avant d'aborder le sujet sur l'Atlantide, j'aimerais juste resituer ce que c'est exactement l'Atlantide, d'où ça vient, qui en a parlé le premier. Donc l'Atlantide, au départ, la première mention de l'Atlantide, on la trouve chez Platon, dans 2 textes qui sont le Timée et le Chrysias. Dans ce texte, en fait, au début du Timée, donc il y a une réunion entre Platon et quelques-uns de ses amis, dont Timée, et la question va porter sur l'organisation de la cité. Et c'est à ce moment-là que Platon, ou un autre des personnages, va citer l'Atlantide, va rapporter ce qu'a appris Solon, c'est-à-dire un dirigeant grec qui dirigeait Athènes aux alentours de moins 600, et qui serait allé en Égypte et aurait appris par des prêtres grecs l'existence de l'Atlantide. Voilà. Et donc il y a cette histoire que Platon rapporte, et qui donc parle de l'Atlantide pour pouvoir parler un peu de la cité idéale. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que l'Atlantide est amené à travers le Timée. Voilà, et on nous raconte donc qu'en moins 9000, chez Platon, donc il y avait l'Atlantide, il y avait une guerre entre Athènes et l'Atlantide à l'époque, et que l'Atlantide aurait été engloutie dans une sorte de catastrophe naturelle, dans un grand déluge, et que donc il n'en reste plus de traces. D'ailleurs, Platon explique que si on ne trouve plus de traces de l'Atlantide, c'est justement à cause du déluge. Voilà. Et ensuite, dans le Chrysias, donc le dialogue suivant, c'est là où il y aura toute une description de l'organisation de la cité de l'Atlantide, et c'est là où il va justement décrire un peu toutes les merveilles de cette cité, l'orichalque, le triple cercle autour de la cité, enfin, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses décrites dans le Chrysias. Voilà. Et le sujet de notre table ronde, donc, c'est un petit peu comment est-ce qu'on peut lier Atlantide et utopie. Voilà, comment est-ce qu'on peut lier les deux. Les écrivains de science-fiction, en fait, ont utilisé l'Atlantide sous un peu 2 options. Soit comme un terrain de jeu, comme ça, le support de récits de voyages extraordinaires, en activant un peu le sense of wonder, le merveilleux, ou l'Atlantide a aussi été utilisé comme lieu de réflexion politique sur les thèmes autour de l'utopie, comme l'âge d'or, comme d'autres thèmes autour de l'utopie. Nous allons d'abord nous intéresser, nous, à l'utilisation de l'Atlantide
justement comme sujet de réflexion politique, comme sujet autour de l'utopie. Voilà, alors, en quoi est-ce que l'Atlantide permet de parler de l'utopie? En quoi est-ce qu'elle a quelle est sa particularité qui permet justement d'en parler? Alors, je vais peut-être commencer par Lauric, et puis après, donc, ou par peut-être Natacha, ou comme tu veux, Lauric. Comme je veux. Oui. Bon, alors, comme je veux. Juste pour compléter la présentation qui a été faite, c'est sûr qu'on ne peut pas passer tout de suite de l'Atlantide à l'utopie, d'abord parce que le mot utopie n'existe pas avant 1516, et on ne pourra utiliser le terme utopie que rétrospectivement par rapport à certaines œuvres. Alors, en deux mots, pourquoi l'Atlantide peut être considérée comme une utopie? D'abord parce qu'on considère que la première utopie de l'histoire est la République de Platon. Et bon, les spécialistes de Platon ont fait des parallèles entre la République et l'Atlantide. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'Atlantide à l'imaginaire. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialiste des textes grecs, mais en deux mots, j'explique quelque chose qui me semble absolument fondamental. Il y a deux textes, comme vous l'avez dit, le Timée et le Critias. Dans le Timée, on raconte la mort de l'Atlantide. Et curieusement, alors que le Critias suit le Timée, d'un seul coup, on a la description d'un monde quasiment parfait. Donc, ça a beaucoup intrigué, disons, ceux qui, à partir, disons, 16e, 17e siècle, ont commencé à imaginer des Atlantides. Et ils se sont dit, comment ça se fait qu'on peut passer de l'Atlantide qui disparaît. D'ailleurs, elle ne disparaît pas naturellement dans un déluge. Il faut se souvenir que l'Atlantide, elle disparaît parce que les dieux ont décidé de faire disparaître l'Atlantide. C'est un châtiment. C'est l'hubris des Grecs, c'est-à-dire que les Atlantes, dans leur démesure, ont essayé de rivaliser avec les dieux. Donc on les punit et on fait disparaître l'Atlantide. Alors, oh, bah, ça se termine mal. Et puis on lit le Critias et d'un seul coup, on a l'impression, alors je vais employer un mot fort, mais ça explique toute la floraison des Atlantides fantastiques et de science-fiction, c'est la Renaissance. On a franchement l'impression que l'Atlantide n'est pas morte. C'est un empire gigantesque qui s'étend vers l'Est. Les Atlantes projettent d'envahir pratiquement ce qu'on appellerait l'Europe, etc. Donc jusqu'à la Grèce, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a là un problème, comment dire, il y a une stimulation de l'imaginaire qui va se faire et qui me paraît absolument fondamentale pour voir tout ce qui va se passer. L'Atlantide, un dernier mot, puis je passerai la parole. On a fait de l'Atlantide une utopie assez tardivement, pratiquement au XVIIe siècle. Bon, c'est-à-dire que plus on se rapprochait du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on a appelé les Lumières, et plus d'une certaine façon on se cherchait des modèles, disons plutôt de république rationnelle, d'une organisation sociale parfaite. Après Thomas More, qui va donc inventer le terme utopie en 1516, et donc il y a Francis Bacon, qui me paraît très très important dans l'histoire de l'Atlantide, qui lui va imaginer une Nova Insula Atlantis, Nova, c'est-à-dire que cette île Atlantide est rénovée, elle renaît, et ça devient quoi? Ça devient d'un seul coup un roman de science-fiction. C'est-à-dire que Bacon est le premier qui va transformer l'Atlantide en gigantesque laboratoire. L'île de Ben Salem, ce ne sont que des labos, ce ne sont que des savants. C'est sans doute une des œuvres les plus prophétiques de l'histoire. Francis Bacon, en 1628, imagine des avions, des sous-marins, et puis des laboratoires, et puis déjà pratiquement le monde capitaliste, avec des options financières très importantes. Donc j'incite le public à relire la cité de l'Atlantide, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Nova Insula Atlantis, la Nouvelle Atlantide, merci. Vous verrez que pratiquement c'est le monde actuel. Et dernier mot, ce monde actuel, il est proche de l'Amérique. Et donc là, Bacon est sans doute très fidèle
au message de Platon, c'est-à-dire qu'au-delà des colonnes d'Hercule, ça me semble tout de même l'Atlantide la plus probable, si elle a existé bien sûr, c'est Atlantide atlantique. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, inconsciemment avec les grandes navigations, avec les conquêtes de la science progressive, les colonisations, etc., il va y avoir d'une certaine façon identification de l'Amérique avec l'Atlantide. Et il faut se souvenir que l'Amérique, à l'époque, est une sorte de gigantesque laboratoire aussi. Voilà. Merci. Voilà. Bon, moi, je vais juste reprendre quelques idées pour faire le lien justement avec la science-fiction. Donc, je crois que d'abord à la Renaissance, hein, comme l'a dit Loric avec Thomas More, donc en 1516, l'Atlantide renaît comme la fable des origines sous le signe de l'idéalisation. Donc ça, c'est important. Et je dirais un des termes importants de l'utopie de More, c'est la réconciliation de la cité aux lois justes, c'est l'utopia, et de son ennemi l'Atlantide. Vous voyez, donc l'Atlantide était déjà citée donc par More en 1516. Alors tu as cité évidemment Francis Bacon hein, en 1628, la Nouvelle Atlantide. On pourrait également rajouter Campanella en 1611 avec la Cité du Soleil, qui fait une référence à l'empire, voilà, atlantique donc de Platon. En fait, je dirais que l'Atlantique de Platon, hein, pour rebondir après sur la science-fiction, en fait, elle fournit une sorte de relais idéologique aux romanciers. Hein, voilà, donc ça c'est important aussi pour la politique. Et donc, science-fiction et utopie, moi, elle me semble complémentaire à partir du moment où elle dresse une sorte de décor futuriste qui va souligner la perfection scientifique des Atlantes. Alors, dans le domaine français, par exemple, en 1895, c'est l'Atlantis d'André Laurie. Évidemment, Jules Verne, alors je ne vais pas les citer, il y a 7 romans, je crois, Laurie qui évoque un petit peu, voilà, différent, mais qui évoque un petit peu, évidemment, l'Atlantide, notamment les aventures du capitaine Hatteras. Et puis, il y a un romancier, peut-être que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Henri Nair, qui en 1906, en fait, publie Les Pacifiques, et c'est, je dirais, un renouvellement, évidemment, du thème donc, de l'Atlantide. Il y a même, par exemple, ils utilisent une énergie qu'on appelle la force, et ça vous rappellera, bien sûr, Star Wars. Alors, je ne sais pas s'ils ont pensé à Henri Nair quand ils ont justement quand ils ont fait le film. Je dirais que en fait aujourd'hui et dans la science-fiction, l'Atlantide c'est plutôt la nouvelle Atlantide, c'est-à-dire l'utopie de demain, c'est la civilisation parfaite. Hein. C'est une civilisation en fait qui, je pense, renaît plus ou moins de ses cendres, hein, pour revenir évidemment à l'imaginaire donc de l'Atlantide. Et puis je finirai simplement par citer un autre auteur français qui en 1921, dans les aventures prodigieuses de Miraculous, eh bien, un des numéros s'appelle « À la découverte de l'Atlantide ». Donc vous voyez que même au tout début du XXe siècle, eh bien, l'Atlantide est quand même très présente, notamment chez les romanciers français. Alors je n'ai pas cité tous les romanciers évidemment américains, parce qu'il y en a énormément, mais ça va permettre de faire le lien justement avec la science-fiction. Hein, voilà. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers les deux écrivains qui sont sur scène, pour leur demander aussi en quoi ces récits d'Atlantide ont pu aussi les inspirer, ou comment eux aussi voient ce rapport entre Atlantide et utopie. Voilà, alors, je sais pas, je vais commencer peut-être par Vincent. D'accord. Pour moi, l'Atlantide, c'était dans les années 80, l'Empire des Cinq. Voilà, ça c'était mon premier contact avec l'Atlantide. Et puis après, c'était les Cités d'Or. C'était pas Campanella. Et c'était quelque chose qui est déjà passé dans ma culture. Des images fortes de civilisation engloutie. Par contre, ça n'a pas de résonance extrêmement contemporaine, parce que l'Atlantide, ça évoque pour moi des bonhommes avec des gros masques des années 50, des grandes palmes, des bonhommes sirènes avec des espèces de branchies. Et finalement, ce qui est rigolo, c'est de voir ce qui pouvait être la pointe de la science-fiction à un moment donné, quand on travaillait sur l'Atlantide. Pour moi, aujourd'hui, est très connoté et très chargé d'un côté vieille SF ou série des années 80. Et oui, c'est ce que j'allais dire, où il y a une vieille série dans les années 80 avec Patrick Dufy, qui voilà, l'homme de l'Atlantide. S'appelait l'homme de l'Atlantide. Et donc, c'est quelque chose qui est passé dans l'imaginaire. Et moi, l'aspect qui m'intéresse dans l'Atlantide, c'est ce qu'il représente en tant que mythe et en tant que récit énoncé à l'époque. C'est sans doute anachronique de qualifier d'utopie, comme le disait Laurie Guillot,
mais c'est un mot bien commode finalement, donc moi ça me dérange pas de l'utiliser et de dire que c'est une forme d'utopie. En tout cas, il décrivait quelque chose d'idéal à travers un récit, et en cela, sa tentative elle ressemble à celle des utopistes du XVIe siècle. Et alors, on sera peut-être pas d'accord avec Anthony, on en parlait tout à l'heure en amont. Finalement, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle d'un récit, on est dans le mythe, on est dans quelque chose d'inventé, et finalement, à un moment donné, on se dit, ouais, mais si c'était vrai, parce qu'il y a quand même quelques informations géographiques au-delà des colonnes d'Hercule, ils sont battus avec les Grecs, et il y a le doute, et si, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Loïc Guillot aussi a dit à un moment, d'ailleurs, si ça existait, c'est probablement dans l'océan Atlantique. Et en fin de compte, on est donc dans une utopie qu'on cherche à réifier, on cherche à lui donner une place réelle dans notre monde. Et après, on pourra s'amuser à dresser tout l'historique des gens qui sont amusés à situer l'Atlantide un peu partout dans le monde. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant de la situer réellement, qu'il y a une géographie imaginaire. Et on est dans un texte, à mon sens, qui est à l'origine imaginaire. On est dans une fiction élaborée par Platon, qui est récupérée à un moment donné et réifiée. Il y a des gens qui vont vraiment chercher l'Atlantide. On a des gens dans les années 70... 60, comme Edgar Cayce qui vient de dire l'Atlantide ressurgira, et c'est vrai, et on cherche des sites au Japon et puis aux Bahamas, des sites archéologiques, et le mythe, le récit, on se l'approprie à tel point qu'on l'intègre dans le réel. Et peut-être que la science-fiction, elle a ce travail à faire qui est de récupérer cette matière et de la ramener dans la fiction, de la sortir du réel pour la ramener dans la fiction. Et peut-être un des travaux de l'utopie, c'est ça aussi, c'est de se dire que les utopies, c'est pas vrai, malheureusement, on peut en faire quelque chose de réel et les ramener vers la fiction, c'est pas une mauvaise chose, je pense. Utopos, la dénomination même, l'étymologie d'utopie, donc qui est un mot créé par Thomas More, c'est le lieu qui n'existe pas, ou topos, le lieu où l'on est bien. Donc c'est de toute façon un lieu imaginaire. Non, je pense que justement cette dimension que tu évoques sur le fait qu'il y a de la documentation pour dire c'est au-delà des colonnes d'Hercule. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est quand on regarde une carte des fonds marins, il y a une plaine abyssale à peu près 400-500 km au large de Gibraltar, qui est une forme de croissant. Ça ressemble vachement à un atoll volcanique et ce serait très tentant d'imaginer ce genre de choses. Mais comme quoi on peut vraiment voir des formes où on veut, parce que je pense qu'on regarderait un autre secteur, on nous aurait dit c'est au large du cap de Bonne-Espérance, on pourrait trouver le même genre de truc. Mais je pense que justement le fait qu'il y ait ces éléments qui donnent une forme de entre guillemets crédibilité au mythe-là, c'est ce qui en fait des terrains de jeu fictifs qui sont absolument royaux et qui sont quasiment irrésistibles quand on est un auteur. Parce que quand on écrit une histoire, forcément, c'est de la fiction. Donc par définition, c'est pas vrai. Mais si on peut mettre 2-3 petits éléments qui vont permettre d'emmener le lecteur et aider le lecteur, le but est évidemment pas de lui dire que l'Atlantide existe, puisqu'on écrit de la fiction, c'est écrit dessus, c'est pas vrai. Mais si on peut jouer à faire comme si ça pourrait peut-être, parce que Platon l'a dit, c'est évidemment super tentant. D'ailleurs, sur la notion de dichotomie entre terrain de jeu et expérience politique, c'est pas forcément mutuellement exclusif. La science-fiction joue beaucoup d'ailleurs, même dans l'utopie aussi, à dépeindre des systèmes politiques qui sont des expériences, et c'est une forme de jeu, c'est un jeu mental, c'est une expérience de pensée, ce dans quoi la science-fiction excelle. Après, sur l'attrait de l'Atlantide en soi, je pense qu'il y a deux choses qui les rendent quasiment irrésistibles, et pour un auteur, mais d'ailleurs pour notre inconscient à tous. C'est quelque chose qui est très fort et qui est très chargé pour nous tous. La première chose, c'est que c'est un monde perdu. Au même titre que Shangri-La, que la Mule à Lémurie, etc. Tous ces mondes-là qui sont qui font partie du mythe et qui stimulent l'imagination, même encore aujourd'hui où sur la planète on peine à trouver des endroits inexplorés. Donc ça tout ce qui est inexploré, forcément, ça stimule l'imagination. Le deuxième truc qui, je pense, fait de l'Atlantide un mythe irrésistible, c'est que c'est un mythe de paradis perdu. Comme Loïc et Natacha l'ont très bien rappelé tout à l'heure, c'est que c'est un monde, effectivement, utopique, c'est anachronique de le dire, mais c'est un monde qui est un peu paradisiaque, un peu idéal, au même titre que l'Éden, au même titre que beaucoup de mondes comme ça, et que c'est un monde perdu qui a disparu. Et c'est très tentant. C'est alors c'est pas vraiment, c'est pas une utopie, mais le fait d'avoir un monde comme ça, construit par les hommes, qui est frappé par la foudre divine, ça a rapproché de la tour de Babel. Le monde idéal qu'on perd, c'est à rapprocher de l'Éden, etc. Donc tout ça, c'est une forme de perte d'un idéal, peut-être d'une perte d'une innocence.
qu'ont irrémédiablement perdu, qui stimulent, je pense, la fibre nostalgique dans l'inconscient, et ce sont des choses qui sont très fortes sur lesquelles se fonder pour raconter une histoire, je pense. Je peux juste nuancer, je suis d'accord, nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'une fois encore, l'utopie est réutilisée rétrospectivement. C'est-à-dire qu'une fois encore, c'est très curieux parce que l'utopie n'est que prospective. Utopie de demain est d'une certaine façon, l'utopie est forcément demain. Il n'y a pas d'utopie ou ailleurs. Moi je ne pense pas personnellement que l'utopie ne soit nulle part, vu qu'aujourd'hui elle est partout. Nous vivons en utopie et pratiquement tout ce qui a été imaginé par des utopistes depuis, disons, la Renaissance, pratiquement tout est matérialisé. Bref, ce que je voulais dire sur disons, le Critias, la description de l'Atlantide par Platon, c'est pas du tout un paradis perdu et c'est pas du tout l'Éden. C'est tout simplement une perfection géométrique. Il faut comprendre que là, nous avons un parfait pattern, un modèle tout à fait parfait d'utopie, c'est-à-dire tout est circonférence. Ce qui domine le mythe, parce que là, on va employer un mot fort, hein, en effet, ce qui domine dans le mythe atlantidien, c'est le cercle. Tout est circulaire. Et donc, cet espace circulaire, c'est également un temps circulaire. Il faudra bien en parler, parce que si l'Atlantide ne cesse, comment dire, de rebondir jusqu'à maintenant à travers des avatars qui sont quelquefois complètement délirants, eh bien, il demeure tout de même qu'il y a encore ce retour atlantidien qui revient sans arrêt nous parler d'un monde parfait qui a disparu. Ça me paraît très très important. C'est ensuite, disons, à partir du XVIIe siècle, qu'on a commencé à projeter les mythes chrétiens, notamment, sur l'Atlantide. Pourquoi ? Parce qu'on faisait la même chose avec les grandes navigations. Toutes les îles successives qui étaient découvertes dans l'Atlantique, ce qu'on appelait les grandes navigations de Renaissance jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, ce n'étaient que des projections, en fin de compte, mythiques, mythologiques, purement mythologiques. L'île des Sept Cités, Cibola, l'île au Brésil, etc. Les Amazones, hein, Amazonie, ce n'étaient que des projections, mais qui n'allaient que vers l'ouest. Et l'Atlantide a une topologie parfaitement précise. C'est pour ça que, bon, faudra bien parler des savants à un moment ou à un autre. C'est aberrant de chercher l'Atlantide à l'est, enfin il me semble. Hein. La dernière utopie, assez plausible d'ailleurs, c'est celle de Colin Girard que j'ai rencontré, qui est un grand scientifique qui a tenté de démontrer qu'en fin de compte le site réel de l'Atlantide c'était en Méditerranée. En se fondant d'ailleurs sur quelques réflexions, quelques textes de Platon. Bon, ce n'est qu'un exemple, c'est une des dernières théories plus ou moins scientifiques, mais enfin personnellement je ne comprends pas pourquoi on tourne autour du pot comme ça, l'Atlantide, Atlas, hein, Atlante, Atlantide, Atlantique. Hein, il est clair, en tout cas dans mon esprit, que l'Atlantide finit par s'identifier au continent américain. Hein, là, pour moi qui suis un modeste américaniste, historien de l'Amérique, les deux se confondent constamment. C'est incroyable de voir la popularité du mythe de l'Atlantide, par exemple, dans le mouvement New Age à l'heure actuelle. C'est incroyable, avec, bon, alors là, les délires à la Edgar Cayce, en effet, je vois que l'Atlantide va... Mais c'est très intéressant pour l'imaginaire, au-delà de ce qu'on appelle l'Atlantide occultiste. Elle existe, elle est très très forte. C'est une croyance, l'Atlantide. Je veux qu'elle existe, un peu comme je veux que les ovnis existent. C'est exactement pareil. I want to believe, hein, c'est ça. Eh bien, il y a quelque chose de très très fort. Il y a l'aspiration à un monde nouveau, et ce monde nouveau, toujours plus à l'ouest. Je me plaçais purement du point de vue humblement de l'auteur actuel et du réservoir d'imagerie que génère l'Atlantide. Un truc marrant justement sur les contes New Age, il y a quelques années j'étais à un colloque sur le rôle de l'ésotérisme comme vecteur de culture en Europe.
Et il y a une présentation sur un groupement qui se situe en Italie, où il y a une espèce de temple avec des niveaux, et il est dit que alors le chercheur n'a pas pu rentrer dans le complexe, et c'est bien dommage, mais donc alors, je préviens, n'y voyez absolument pas de ma part là-dedans un jugement de valeur ni rien, je me place strictement du point de vue scientifique en essayant de vous retranscrire au mieux ce que le chercheur avait dit. Donc, il n'a pas pu rentrer dans le complexe, mais les gens de la communauté rentrent régulièrement à 20-30 dans le complexe et descendent les uns avec les autres. Et donc, le complexe permet de voyager dans le temps et de retourner à l'époque de l'Atlantide et de rencontrer les Atlantes. Et ils en ramènent donc des expériences et des récits. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ramènent tous la même expérience. Ce qui est très amusant et à observer comme phénomène d'étude sociale. Et après, vous de faire votre avis s'il voyage véritablement dans le temps ou si l'esprit humain est une machine absolument phénoménale à générer une illusion consensuelle, mettons. S'ils ramenaient des recettes de cuisine, moi ça m'intéresse. Et bizarrement, ils n'ont pas ramené le secret de la fusion froide, c'est ballot. Ni celui du Kunyaman. Ouais, peut mieux faire. Mais, en fait, l'Atlantide regroupe trois domaines. L'Atlantide littéraire, que nous avons évoqué, l'Atlantide des savants. Quand on dit l'Atlantide des savants, peut-être, Loïc vient de l'évoquer, c'est-à-dire cette recherche, je dirais, véritable, scientifique, archéologique, finalement, on a parlé. C'était l'île de Santorin dont tu parlais, peut-être, Loïc. Enfin, une des dernières hypothèses, c'est que l'Atlantide serait l'île de Santorin, c'est-à-dire une île. Non, c'est. Ah oui, ça c'est beaucoup plus ancien, voilà. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, les savants, les archéologues cherchent éventuellement des traces de cette civilisation disparue. Donc ça, c'est l'Atlantide des savants. Puis il y a une troisième Atlantide, celle que nous venons d'évoquer finalement avec justement les croyances New Age, enfin les groupes New Age, c'est l'Atlantide ésotérique, occultiste, c'est-à-dire effectivement on cherche à croire à tout prix donc dans ce mythe, et là on est plus finalement dans une posture psychologique que dans la croyance ou dans l'acceptation finalement d'un mythe fondateur de l'Occident, parce que je ne sais pas si on peut dire que l'Atlantide est finalement devenu un mythe fondateur de la société occidentale, de la civilisation occidentale. En quoi ? En quoi ? Parce que justement, elle imprègne tous ces différents domaines, la littérature, l'idéologie dans le sens où le politique, on va dire, puisque nous avons une cité parfaite, une cité concentrique, architecturalement parlant. Vous voyez, c'est-à-dire toutes ces images-là, finalement, qui forment l'imaginaire de l'Atlantide et qui vont appartenir à l'imaginaire collectif. Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que ces récits-là, ils s'inscrivent toujours dans une époque donnée. C'est-à-dire que la question, c'est l'utopie de hier, de demain. Ben non, c'est l'utopie du présent qui énonce cette utopie. Quand Platon parle de l'Atlantide, il parle de sa société à lui. Quand Thomas More parle de son utopie, il parle de sa société à lui, etc., etc. Et les auteurs aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt, le piment de la science-fiction, c'est qu'on utilise tout un détour par l'imaginaire pour parler de notre société aujourd'hui. Et de fait, ça n'a strictement aucun sens de vouloir rechercher une Atlantide archéologique ou une Atlantide... Ce n'était qu'un constat. Non, mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est peut-être pas un mythe fondateur, c'est par contre un mythe très fort. C'est un mythe qui a une esthétique très, très puissante. Alors, bon, je sais pas, par rapport au temps circulaire qui a été évoqué, tout ça, j'ai pas vraiment d'avis, mais par contre, c'est une formidable matrice de récits et des mondes engloutis. On en a d'autres dans la littérature, particulièrement les îles englouties au large de la Bretagne, la Grande-Bretagne, la cité lys, etc. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la littérature suméro-babylonienne, je ne sais pas exactement à quelle période, mais on retrouve déjà des traces de déluge, c'est les littératures de déluge. C'est quelque chose qui est bien documenté, on a plein de textes, de l'épopée de Gilgamesh jusqu'à aujourd'hui, qui s'expliquent aussi en raison de la proximité des côtes, des villes. Lionel pourra nous en dire plus sur l'élément liquide quand on vit à proximité, c'est particulier. Donc, c'est des récits qui ont fleuri. Platon était sans doute de loin pas le premier à évoquer ce type de récit, mais c'était peut-être le premier, en tout cas la première trace qui nous en est parvenue, d'un récit aussi orienté et précis, et avec une volonté
ne paraître vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il est clair qu'à un certain moment donné de l'histoire occidentale, notamment, l'Atlantide a été récupérée, presque au sens politique, idéologiquement, pour, je pense à un bouquin de base sur l'histoire de l'Atlantide, qui est celui de Atlantis, comment c'est en français, le monde antédiluvien, avant le déluge, c'est de Ignatius Donnelly. C'est un bouquin qui est encore un best-seller aujourd'hui. C'est lui qui crée la théorie du diffusionnisme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il essaye de démontrer à travers toutes les cultures, notamment du côté américain, que toutes les cultures du monde entier sont issues de l'Atlantide. Et ça, c'est un bouquin qui a marqué, quand on voit par exemple la vogue du matin des magiciens, etc., tout ça est issu d'une certaine façon de la démonstration, pas scientifique, mais j'appellerais pseudo-scientifique. Hein. Il y a énormément de pseudo-sciences autour de l'Atlantide. Et ça, c'est... qu'est-ce qu'il a fait, en fin de compte, Donnelly? Il a nationalisé, en tant qu'Américain, le mythe de l'Atlantide. Pour dire, bon, vous autres Européens, vous occupez pas de ça, c'est nous, les Américains, qui sommes les véritables héritiers. Et voilà, Atlantide, Américain. Ça, c'est très, très important. Ce que je voulais dire aussi, que j'ai sans doute oublié, c'est que la science et la fiction sont tous les deux présents dès le départ dans un texte fondateur qui est extraordinaire, vu que, comme Van Herp disait à un moment, que c'est le plus fabuleux roman policier qu'on ait jamais écrit, parce que ça fait 2500 ans qu'on cherche si l'Atlantide a existé ou pas. Alors, bon, ça devrait plaire aux romanciers, ça devrait plaire aux artistes, ça devrait plaire aux poètes, mais non. Et là, c'est là où il faut citer les savants. Les savants ont fait des choses invraisemblables, il faut le dire. Hein. Il faut un petit peu essayer de comprendre que la parole scientifique a été complètement dévoyée jusqu'à... J'ose pas donner de date, mais dans ma modeste encyclopédie, j'ai donné la liste de toutes les théories scientifiques sur un hypothétique emplacement de l'Atlantide. Il n'y a pas un seul endroit au monde qui échappe à l'Atlantide. Et très sérieusement, ça a commencé évidemment au XVIIIe siècle, de très nobles savants, très érudits, ont démontré que l'Atlantide, c'était le Spitzberg, c'était les Açores, c'était, etc. J'en ai même trouvé un qui a imaginé que l'Atlantide, c'était dans la forêt de Fontainebleau. Je veux dire, là, on a tout de même... Enfin, quand je vois ça personnellement, je dis la parole scientifique est discréditée par 200 ans de recherches qui, en fin de compte, ne sont intéressantes qu'à un seul égard, le rapport à la fiction. Parce que constamment, il y a un rapport, c'est très intéressant, il y a une donnée mythique aussi du discours scientifique. Quoi qu'ils disent, les scientifiques sont influencés d'une certaine façon par une sorte de croyance. Oui, il faut bien employer le mot. Il y a, en tout cas, j'ai trouvé plusieurs exemples de scientifiques pris en flagrant délit de croyances ou d'adhésion politique, par exemple. Vous avez des savants qui, à un moment, ont essayé de récupérer, mais d'une manière éhontée, j'ai donné Donnelly, on pourra en trouver d'autres, de façon à dire c'est nous les Danois, c'est nous les Espagnols, c'est nous les Américains qui sommes les véritables héritiers des Atlantes. D'ailleurs, je vais vous démontrer. Bon. C'est tout de même, moi personnellement, quand je relis ça, ça fait un bout de temps que j'ai écrit ça, mais c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui, c'est tout de même assez... Quand j'en parle avec Colina Girard, il dit oui, c'est vrai que bon, c'est un petit peu pitoyable de voir des centaines d'hypothèses qui sont en fin de compte, évidemment totalement fausses, vu que une hypothèse scientifique chasse l'autre constamment. Alors vous allez me dire, eh oui, petit à petit, on engrange des données qui permettront un jour de démontrer que l'Atlantide forcément se trouve dans le détroit du Pas-de-Calais, ou je ne sais pas. Mais tout est possible, mais c'est, comme on l'a dit d'une certaine façon, l'Atlantide est une gigantesque machine à fantasmes. Et il faut bien comprendre que ce fantasme alimente
l'imaginaire de romanciers et également, inconsciemment, les savants. Et ça, je voulais le signaler parce que c'est tout de même assez impressionnant de tomber sur autant d'hypothèses tout aussi farfelues. Non, j'exagère. Certaines hypothèses sont intéressantes. Je pense à Frobenius ou des gens comme ça, qui ont fait, en fin de compte, ont utilisé l'hypothèse atlantidienne pour découvrir autre chose. Je voudrais nuancer, hein. Toutes les hypothèses scientifiques ne sont pas nulles. Mais il faut bien dire que la majorité, c'est assez pitoyable. Il faut bien le dire. Mais ça continue. Et après Colina Girard, il y en a peut-être encore un qui dit « Mais non, non, pas du tout, c'est en Chine. » Tout est possible. Très bien. Dans cette machine à fantasmes, j'ai l'impression que l'élément liquide joue aussi un rôle, le fait que ce soit dans la mer, que ce soit l'histoire de l'eau. Je ne sais pas si Lionel, tu veux dire un mot là-dessus. La mer, l'espèce humaine a un rapport extrêmement fort avec la mer et les côtes depuis longtemps. Il y a certaines hypothèses d'ailleurs du développement de l'humanité qui a égale crédibilité avec d'autres, mais c'est une hypothèse intéressante qui dit par exemple que l'Homo sapiens s'est notamment développé grâce à son rapport avec les côtes, et notamment avec un régime riche en fruits de mer, ce qui est excellent pour le cerveau. Donc manger des fruits de mer. Non, plaisanterie mise à part, la mer, à mon humble avis, moi, ce que je vois dans la symbolique de l'océan, mais qui est assez simple finalement, c'est que c'est évidemment l'élément liquide a un rôle extrêmement important pour l'espèce humaine, ne serait-ce que parce que c'est une voie de communication. Et c'est surtout un réserve nourricière, c'est-à-dire que il y a l'agriculture, il y a également le fait la pêche est une ressource fondamentale pour beaucoup de peuples. La mer, sans avoir évidemment à aller ensemencer, apporte énormément de ressources pour les peuples qui sont sur les côtes. Donc il y a depuis très longtemps, il y a un rapport double avec la mer. Le premier, c'est que ce rapport nourricier, ce rapport qui est un rapport de subsistance, et le deuxième, c'est que c'est évidemment un rapport extrêmement dangereux, puisque la mer est source de danger, la vie de pêcheurs, même aujourd'hui, reste extrêmement dangereuse. Donc, il y a une espèce de rapport d'attraction et de répulsion vis-à-vis de la mer, en ce sens qu'elle a ce rapport de subsistance et de danger, et derrière le danger vient le mystère. Donc on a, le rapport à la mer, notamment dans le roman d'aventure maritime, mais encore aujourd'hui, et finalement se rapproche assez, je trouve, de l'Atlantide, parce qu'il y a ce rapport d'inconnu, d'exploration, de liberté, et puis l'Atlantide n'a pas de danger. Je ne suis pas hyper carré dans ce que je suis en train de raconter, je recommence. La mer, c'est la liberté, puisque quand on est sur un navire, le seul maître à bord après Dieu, c'est le capitaine. Donc il y a ce rapport assez enivrant, et il y a un rapport de danger et d'inconnu. Les abysses ont justement ce rapport symbolisent très bien l'inconnu. Donc dire évidemment que l'Atlantide a un rapport, non, en fait, je sais pas quoi dire d'intelligent sur le fait que forcément l'Atlantide ayant disparu dans les flots, le rapport de l'humain à la mer forcément vient se calquer là-dessus. Après, je ne sais pas si c'est un mythe maritime, mais peut-être purement superficiel, purement en surface. Je suis pas totalement convaincu que le mythe de l'Atlantide soit un mythe de... quand vous allez dans les communautés de pêcheurs, quand vous allez vraiment dans les communautés anciennes, vous n'avez pas forcément de mythe englouti rapport à ça. Pour moi, c'est pas un mythe de première communauté vivant sur les côtes. Par contre, on retrouve cette fascination pour évidemment l'inconnu, pour les abysses. On retrouve le fait que la mer donne et la mer reprend. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet à chercher
entre les mythes et les légendes qui circulent dans les communautés vivant de la mer, et celui vraiment très précis de l'Atlantide, même si, comme Vincent l'a rappelé, on a des mythes comme la ville 10, mais c'est pas... voilà, pour moi, c'est pas totalement lié, même si on retrouve des symboles qui s'apparentent. D'accord. Je me demandais aussi si la fascination de l'Atlantide ne pouvait pas être liée aussi au thème de l'âge d'or. Je me demandais si finalement on essaye d'imaginer un passé brillant ou une civilisation qui aurait été brillante dans le passé, parce qu'on aurait un peu de difficulté à imaginer un avenir brillant. Je ne sais pas s'il y a un lien entre optimisme ou pessimisme et la puissance donc de ce mythe. Moi, je crois qu'il y a un lien assez fort parce qu'avant l'utopie de Thomas More, il y a quand même les mythes médiévaux justement concernant... l'utopie médiévale, finalement, c'est le mythe de l'âge d'or, le pays de cocagne, où tout est accessible et tout est facile. Or, ce qui est frappant, finalement, dans un certain nombre de romans qui vont renouveler ce mythe de l'Atlantide, c'est la facilité, c'est une civilisation où tout est facile. Alors, rendu facile aussi par la technologie. Donc je reviens par exemple sur les Pacifiques de Riner, mais la force, donc cette espèce d'énergie universelle, permet de faire absolument tout, par exemple de voler avec une ceinture, de voyager dans le temps, d'avoir accès à ses propres rêves, etc. Et donc moi je pense que c'est quand même très fortement lié à ce mythe, oui, médiéval, donc du pays de cocagne, où tout est facilité, tout est à portée de main. C'est ça justement un des éléments de l'âge d'or ou de ce mythe-là avant l'utopie, c'est-à-dire avant la construction idéologique et politique, c'est véritablement cette facilité, cette espèce de pays d'abondance où tout est facile. Et un des éléments peut-être science-fiction justement de l'Atlantide, c'est ça. C'est-à-dire que la technologie, cette technologie très avancée, provient peut-être d'une énergie un petit peu mystérieuse, avec une technologie qui permet de faire à peu près tout. Alors, un petit point littéraire, si on suit la thématique, l'évolution thématique des mondes perdus, on va du monde rationnel à l'irrationnel des années 20 et 30. Et le monde atlantidien suit exactement la même trajectoire, c'est-à-dire que les mondes atlantidiens qui sont découverts par des contemporains, disons entre 1860 et disons le début du siècle, ce sont des mondes qui sont conquis par les contemporains. Ils détruisent l'Atlantide et le plus souvent l'Atlantide, qui avait été épargnée par les flots, définitivement est vaincue par les modernes. Arrive le début du siècle, 1905, etc., les pesanteurs qui annoncent le premier conflit. Là, ça change complètement. On trouve des Atlantes qui, petit à petit, vont commencer à donner des leçons aux modernes et qui hésiteront à les annihiler. Et alors là, dans les années 20, c'est une explosion gigantesque dans tous les sens. Il ne faut pas oublier que la fantaisie qui triomphe aujourd'hui, ses fondements, c'est aussi l'Atlantide. C'est-à-dire que quand vous pensez à Howard, à Conan le barbare, il y a un autre héros de Howard qui est le roi Kurl, ou Kul, c'est plus joli tout de même, Kurl. C'est un roi d'Atlantis. Et l'Atlantide, là, va renaître sous une forme de sword and sorcery ou de Derek fantasy. Et puis là, ça va être un petit peu le délire et en même temps le retour au Moyen-Âge. Très intéressant. Où là, on a un parfait agrégat d'éléments disparates qui vont fonder une littérature qui triomphe aujourd'hui, universellement. C'est assez étonnant. Dernier point, et ça c'est beaucoup moins drôle. Le mythe atlantidien dans la fiction, notamment dans la science-fiction, suit étroitement l'évolution idéologique de l'Occident. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, dans les années 20, je n'ai pas le temps de donner des exemples, mais des utopies totalitaires qui sont extraordinairement prophétiques de ce qui va se passer avec le fascisme et le nazisme. C'est incroyable. Si vous lisez par exemple The Coming Race de Bulwer Lytton, la race qui vient,
si vous... Bon, c'est un petit peu plus ancien, mais c'est exactement le monde. La fin d'Illa de Moselli La fin en d'Illa 1925. de José Moselli, c'est un parfait exemple. Bon, ce ne sont pas des livres très très connus, mais c'est assez étonnant. Si on y ajoute quelques romans de science-fiction américains pas très connus, eh bien c'est assez étonnant de relire tout ça. J'ai fait une petite publication ça devrait sortir l'année prochaine, justement pour montrer que la science-fiction peut prophétiser ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Et cette belle Atlantide qui fait rêver, la cocaïne n'est pas une utopie, c'est une utopie régressive, c'est peut-être la seule qui existe. L'âge d'or n'est pas une utopie, l'âge d'or est une contre-utopie. Courir tout nu dans la nature, se rouler dans les champs, c'est l'abbaye de Thélème de Rabelais, c'est une contre-utopie, c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut absolument se débarrasser de l'utopie, c'est un danger épouvantable, parce que tout simplement nous vivons en utopie. Et l'utopie nous opprime, l'utopie empêche la liberté, l'utopie c'est le triomphe de la technologie et de l'espionnage. Je vous renvoie à 1984, enfin tous les classiques de l'utopie, qui sont des dystopies. L'utopie devient forcément dystopie. Et c'est assez étonnant de relire tous ces romans atlantidiens qui sont, pour la plupart, il faut bien le dire, un peu oubliés, mais qui, d'une manière incroyable, vont annoncer les totalitarismes. Et aussi, parce que, bon, on parle de futurisme. Les premières science-fiction futuristes, c'est dans les années 1930, il n'y en avait pas avant. Et d'un seul coup, les modernes découvrent des Atlantides souterraines, ils découvrent des mondes hyper technologiques, alors ils sont absolument émerveillés par cette technologie, et puis en fin de compte, ils s'aperçoivent que ce sont des dictatures effroyables. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte, le champ de l'imaginaire qui est couvert depuis Platon, on passe du Timée, du Critias, la superbe cité géométrique, et on aboutit en fin de compte à une utopie parfaitement totalitaire. C'est assez étonnant. Très bien. Je vois qu'il reste quelques minutes. On va peut-être laisser le public poser quelques questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule et si quelqu'un a une question à poser. Ah, je vois qu'il y a une main là-bas. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que le mythe de l'Atlantide a beaucoup de succès actuellement dans la science-fiction parce qu'inconsciemment, il joue sur deux très grandes peurs de l'homme, à la fois arriver à une société technologique utopique qui pourtant peut disparaître sans qu'on puisse rien y faire, et à la fois l'élément liquide justement qui a toujours fait peur. Avant, on peut trouver dans beaucoup de légendes justement ce mythe de destruction par l'eau, parce que justement c'était un élément qui était inapprivoisable. Et maintenant, alors qu'on a toutes les technologies de sous-marins, etc., il y a quand même des tsunamis, des choses liées à l'eau qui sont très destructrices. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est ces deux grandes peurs qui inconsciemment fait que le mythe de l'Atlantide revient toujours? Fukushima et les inondations, hein, c'est à ça que vous pensez aujourd'hui? Non, je plaisante, mais je crois que vous avez parfaitement raison, parce que on citait Moselli, mais par exemple en 1925, la grande cité d'Illa est détruite. Enfin, c'est donc dans la fin d'Illa, c'est une cité du passé. On retrouve un manuscrit qui raconte donc cette histoire justement de cette grande cité. Cette grande cité a été détruite par ce qu'on appelle la pierre zéro, qui, je pense, aujourd'hui peut se projeter dans un imaginaire comme étant l'arme atomique. Et donc évidemment, aujourd'hui, finalement, de quoi avons-nous peur? Eh bien, de la non-maîtrise du nucléaire, hein, on l'a vu avec Fukushima, et puis évidemment de la fonte des glaces au pôle qui va faire monter le niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on revient finalement au mythe du déluge. C'est une des grandes peurs ancestrales de l'homme. Et tout à l'heure, Lionel parlait évidemment de la mer nourricière, mais la mer est aussi destructrice. Donc je crois que vous avez parfaitement raison, hein. C'est la réactivation finalement par l'imaginaire de deux grandes forces, une créée par l'homme et l'autre évidemment force de la nature, que nous ne maîtrisons absolument pas.
Oui, cette angoisse concernant la mer a toujours été présente. Hein. Effectivement, ça peut être mis en relief aujourd'hui parce que c'est un élément qu'on ne maîtrise toujours pas. Quoique concernant Fukushima, si le mur avait été 2 mètres plus haut, les vagues ne seraient pas passées au-delà. C'est juste un problème de statistique, puisque au lieu de prendre une série, au lieu de se baser sur la hauteur des vagues, sur une série statistique plus longue, ils ont pris une plus courte, et malheureusement il y avait des vagues plus hautes dans le passé. Donc ça c'est juste une erreur de stat, dommage. Donc ça c'est quelque chose qui a toujours été présent. Ce rapport d'amour-haine vis-à-vis de la mer est toujours présent de tout temps dans la psyché humaine. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des rares forces de la nature qu'on ne sait pas maîtriser, et elles commencent à être pas très nombreuses dans le monde dans lequel on est. Quand on se balade sur le littoral, on voit des grands bâtiments qui sont en général épouvantables, ces architectures qui défigurent le paysage, et quand vous regardez le nom, regardez bien le nom qui est donné à ces immeubles. Atlantis, Atlantide, puis j'en passe, c'est les meilleurs, parce qu'on a parlé de l'Atlantide, il y a la Lémurie, il y a Mu, enfin il y en a d'autres, mais c'est rare les immeubles qui s'appellent Mu. Déjà, les crétins, les promoteurs, qui sont tout de même les crétins, qui appellent un immeuble Atlantide sans connaître le mythe, franchement, moi j'habiterais pas dans un immeuble qui s'appelle Atlantide. Hein. Très bien, on va prendre une autre question. Ici. Bonsoir. Une question très courte. Est-ce que l'Atlantide de demain, c'est pas justement la civilisation d'aujourd'hui? Alors attends, l'Atlantide de demain, c'est pas la civilisation. Alors, est-ce que l'Atlantide de demain, ce serait pas la civilisation d'aujourd'hui? Qui veut? Ah, j'ai compris. Peut-être qu'on peut attribuer le succès de ce récit au fait qu'on projette, à partir du moment où on est conscient que notre société s'accélère, qu'elle va vite peut-être, je ne sais pas quand cette prise de conscience, si on peut la dater, est-ce qu'on peut la corréler avec le succès tout à coup des mythes atlantidiens, mais peut-être que le fait de prendre conscience de l'accélération, des modifications, des mutations de sa société, tout à coup découvrir que les ouvriers sont remplacés par des machines à vapeur et puis après par des machines électroniques. Peut-être que, prenant conscience du progrès de nos technologies, on se dit « Ah oui, il y avait ce récit qui met en scène une société très évoluée ». Alors une société très évoluée pour Platon, bon, j'imagine que c'était une société très évoluée politiquement. Ils arrivaient à faire des murailles très droites ou très circulaires, il y avait une géométrie parfaite, mais je ne crois pas que Platon pouvait se projeter dans le futur de la même manière que nous. Donc sa société idéale, c'est probablement pas la même que la nôtre. Par contre, la dynamique de société idéale, de se dire, ok, cette société de l'Atlantide, ça pourrait être la nôtre parce que nous, tout s'accélère, tout va très vite, puis on va quand même dans un mur, donc on va peut-être être détruit comme l'Atlantide. Il y a une résonance là-dedans. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette résonance, elle va de pair avec un autre. Alors oui, on prête une très très grande présomption à cette société qui a voulu défier ou les dieux, ou la nature, ou que sais-je, et qui était pris au piège de son progrès, et qui a provoqué sa perte. Et en même temps, en parallèle, on leur prête un très grand savoir. Il y a un enjeu de mémoire. Cette Atlantide, ces Atlantes, ils étaient très avancés, donc ils ont accès à un savoir qui est perdu, que nous on n'a plus. Et donc, peut-être qu'on peut le récupérer. Il y a cette idée de capsule temporelle, Atlante, cachée quelque part. Pour répondre à la question d'Yves, oui. D'une certaine façon, l'Atlantide est le monde de demain. On l'observe à travers des mythes très intéressants, notamment à travers l'architecture. On est en train d'imaginer des villes sous-marines aujourd'hui. Il y a un architecte assez connu qui a commencé à bâtir des cités, des immeubles sous-marins. L'idée du dôme sous-marin est une idée de science-fiction qui naît à peu près dans les années 1920-1930 également. Et je pense, avec les risques actuels, parce que l'eau va occuper de plus en plus la planète, on le sait bien, l'eau va occuper nos esprits aussi de plus en plus. Je crois qu'en effet, l'Atlantide, c'est le mythe aquatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une résonance New Age, Aquarius, c'est le Verseau. Certains croient qu'on rentre dans ce...
Et je pense en effet que le mythe atlantidien peut très bien se matérialiser à travers en effet des exemples architecturaux qui peuvent préfigurer le monde de demain. Oui, j'aurais tendance à le croire. Juste, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et que je trouve assez intéressant dans le contexte dont on parle, c'est le fait de la fiction comme détour. Un mythe, par définition, donc justement, est une fiction, et c'est vrai que donc on se préoccupe beaucoup de savoir où est l'Atlantide, où est-ce qu'elle est. Mais un mythe, c'est comme une légende, comme un conte. Quand, avec tous les romans cherchant l'Atlantide, la trouvant, disant éventuellement qu'elle est là ou là, on se basait beaucoup avec les romans d'aventure un peu pulp sur le fait que dans toutes les légendes il y a un fond de vérité, mais je pense que c'est un faux problème. Et justement, l'intérêt de l'étude de ces mythes, c'est au même titre qu'un conte. Je veux dire, personne ne cherche à savoir si Blanche-Neige a existé ou pas. L'intérêt dans Blanche-Neige, l'intérêt dans le conte et la valeur pédagogique du conte, c'est ce qu'elle nous apprend au niveau symbolique. Et je pense que ce qui est intéressant aussi dans le mythe, et qu'on a peut-être un peu trop tendance à se concentrer sur où était l'Atlantide, quelle est la part de vérité là-dedans, peu importe, qu'est-ce que le mythe nous évoque et qu'est-ce qu'il nous apprend, et je pense que c'est ça un véritable moteur de fiction et d'enseignement, et c'est ça qui est opérant. C'est pas de savoir où est l'Atlantide, c'est qu'est-ce que l'Atlantide nous évoque. Et c'est pour ça, pour revenir sur la question, c'est si on craint que notre société soit l'Atlantide de demain, peut-être que c'est ça l'enseignement intéressant de l'Atlantide. Et alors, ça veut dire que le mythe, il joue totalement son rôle, parce que finalement, on cherche à répondre à cette question, mais qui sommes-nous ? Alors, peut-être un dernier mot, c'est assez intéressant, l'universalité du mythe atlantidien. J'y croyais pas moi-même, et puis j'ai organisé un colloque là-dessus à Cerisy, et on a invité une Chinoise, qui était d'ailleurs la femme de Gilbert Durand, et qui, en fin de compte, a fait une communication sur les Atlantides chinoises. Alors, évidemment, ça ne s'appelle pas Atlantis, mais ça veut dire que le mythe de la cité engloutie, on le retrouve absolument partout. Elle correspond à des croyances très anciennes, mais en même temps à des réalités historiques. C'est sûr qu'il y a eu énormément de mondes qui ont disparu et qui ont laissé des traces, des vestiges dans nos têtes. Et d'une certaine façon, il n'y a pas d'Atlantide, mais il y a des mythes atlantidiens, je dirais. Voilà. Oui, moi je trouve que Loïc a bien conclu. Quand même, là c'est difficile après de repartir. Mais je crois quand même que, là c'est simplement personnel, mais ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Vincent au début. Je crois que l'Atlantide nous parle aussi parce que non seulement elle évoque nos peurs, mais elle évoque aussi quelque part peut-être l'espoir dans le sens où c'est quand même une civilisation très souvent d'Atlantide qui est harmonieuse, qui est sereine et qui finalement qui est portée par une technologie qui va nous faciliter la vie. Et ça, je crois que c'est une image qu'il faut garder en tête parce que si elle a autant de résonance en nous, c'est peut-être parce qu'on projette aussi l'espérance justement d'un monde futur, le monde que nous sommes en train de construire actuellement. Voilà, donc le monde du déluge, mais aussi le monde du futur. Oui. Voilà, très bien, donc on va s'arrêter pour cette table ronde. Je remercie donc Natacha Vazder, Loïc Guyot, Lionel Davoust et Vincent Gessler pour leurs interventions. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va donc clore ici cette table ronde. Merci.